Ok, bienvenue à ceux qui nous rejoignent et puis merci à ceux qui sont restés. Donc on arrive sur la deuxième conférence, GraphQL, l'avenir du REST. J'avoue que personnellement, n'étant pas technicien, j'ai dû relire plusieurs fois le titre et me demander s'il n'y avait pas un code derrière. Mais en réalité, tout ça se tient. C'est-à-dire, on a eu avec la première conférence, on a vu que l'État en fait pouvait faire des API. Et pourquoi pas nous, en fait? C'est-à-dire qu'on va parler d'API aujourd'hui et on va regarder comment, dans ce monde des API qui est extrêmement changeant, en fait, on passe facilement d'une technologie à l'autre et on cherche tous des standards. Donc on va parler performance, on va parler agilité, on va parler simplicité. Donc avec Françoise Daninotto et Gildas Garcia, vous pouvez entrer. Donc François, tu es dirigeant et cofondateur de Marmelab, on peut les applaudir. Bonjour. Donc Marmelab, c'est un atelier d'innovation numérique. Vous concevez et vous construisez en fait des technologies dont vous allez nous parler aujourd'hui pour d'autres entreprises. Vous êtes aussi très actif dans l'open source et vous êtes un apôtre des méthodes agiles et je crois qu'on va être vraiment dans ce sujet-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler API web et langage de requête. Je fais attention à ce que je dis, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis François Daninotto. Et Gildas Garcia. Gildas Garcia. On a le plaisir de vous parler aujourd'hui de GraphQL. Alors, qu'est-ce que c'est que ce GraphQL? À quoi ça sert? Est-ce que ça va changer votre vie? Pour tenter de répondre à ces questions, je vous propose de faire appel à Marcel Proust. Enfin, on va faire appel à sa mémoire, parce que sinon, il risque de ne pas répondre. Ce bon vieux Marcel, il était capable de prendre un nom, par exemple un nom de pays, et en laissant divaguer son imagination, il pouvait créer des paysages enchanteurs, des personnages fouillés, des histoires improbables. Et peut-être qu'on peut faire la même chose avec GraphQL et comprendre sa nature juste à partir de ses syllabes. Alors on va essayer, regardez. GraphQL, ça s'écrit en phonétique GraphQL, et on y retrouve les syllabes gras comme dans les doigts gras, que comme dans Kafka, et QL qui figure dans un seul mot de la langue française, EQL. Alors gras, Kafka et QL, c'est pas vraiment un paysage enchanteur et ça ne nous dit pas grand-chose sur ce que c'est. Ceci dit, c'est quand même un sacré bon moyen mnémotechnique pour retrouver le mot GraphQL en cas de trou de mémoire. Mais je vais sans doute devoir essayer une autre méthode que l'approche proustienne et ça risque de prendre un peu plus de temps. Pas autant que la lecture de la recherche du temps perdu, je vous rassure, mais quand même bien une quarantaine de minutes. Alors, pour bien comprendre ce GraphQL, on va s'intéresser d'abord au problème qu'il est censé résoudre. Et ce problème, il s'appelle REST. REST, si ce nom ne vous dit rien, c'est la façon la plus courante d'échanger des données entre machines. Quand vous utilisez une application mobile, il est quasi certain qu'elle communique avec son serveur en REST. D'ailleurs, il y a peut-être quelqu'un dans cette salle qui a déjà développé une application qui utilise du REST ou développé une API en REST. Levez la main. Ah oui, je vois que vous êtes nombreux à être des fidèles de REST. Mais si je vous demande de me dire que REST vous comble de bonheur, est-ce que vous seriez capable, les yeux dans les yeux, de me répondre par l'affirmative? Je ne suis pas certain. En fait, je suis sûr que vous avez déjà reconnu ces faiblesses. Je suis sûr que, comme beaucoup, vous n'osez pas vous avouer à vous-même que vous doutez. Parce que REST, ça pose plein de problèmes. Et d'abord, le problème de la performance. Parce que dans une API REST, vous le savez peut-être, les routes sont découpées par ressources. Et si je veux développer une application comme une application Twitter, par exemple, avec une API REST, il me faut une route pour le profil de l'utilisateur, une pour les tweets, une pour les auteurs de tweets, une pour les stats de comptage des retweets, une pour les notifications et probablement une dernière pour signaler que les tweets affichés ont été lus. Et donc pour afficher cette page, mon application mobile, elle doit effectuer les 6 appels que vous voyez affichés ici. Et au passage, les appels 3 et 4 dépendent de la réponse à l'appel numéro 2. Donc même si nos smartphones savent en partie paralléliser les requêtes HTTP, dans ce cas-là, comme souvent d'ailleurs, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on a 6 appels, et sur mobile, ces 6 appels, ils ont une latence décuplée par rapport à un réseau fixe, et ils sont donc très lents. Ça fait que l'utilisateur, au lieu de voir une liste de tweets, en fait, il voit ça. Et sur mobile, les applications, il faut savoir, elles n'ont droit qu'à un seul appel HTTP. Sinon, elles dépassent la limite d'attention des utilisateurs que les spécialistes de l'ergonomie placent à 1 seconde d'attente au maximum. Donc REST, à cause de son découpage par ressources,
il nous force à démultiplier les appels et il ralentit les applications mobiles. Alors, il existe des moyens de récupérer des ressources liées dans une réponse REST sur une ressource particulière, par exemple en mettant un paramètre include, mais ce n'est pas la norme. Et c'est bien le problème, parce qu'en fait, il n'y a pas de norme. REST, ce n'est pas un standard, c'est un style d'architecture logicielle. Et la conséquence, c'est que, en fait, il y a une palanquée de standards pour faire du REST. Et donc, à la fois, une duplication des efforts dans l'open source et pas mal de confusion pour les développeurs au moment de choisir une librairie client ou serveur. Il y a un autre problème qui est lié à ce manque de standards, c'est le manque de schéma. Le schéma, c'est le contrat d'interface, si vous voulez, entre le serveur et le client. C'est le menu, si vous préférez. Imaginez un restaurant où il n'y a pas de menu. Bonjour, bienvenue chez Michigan. Ici, notre cuistot décline les patates à la viande en 43 plats. Alors, bien sûr, vous retrouverez l'onglet frites, le tartare gratin dauphinois, le pavé de rhum steak pomme vapeur, l'inévitable tourne d'eau purée, le hamburger avec ses adorables potatoes et l'entrecôte pomme dauphine. Ah, j'oublie la spécialité maison, le hachis parmentier. Donc, avant que le serveur n'arrive au huitième plat, vous avez déjà oublié le premier. C'est quand même beaucoup plus facile avec un menu qui décrit précisément ce qu'on peut demander, et même c'est encore mieux s'il montre à quoi ça ressemble. Surtout dans un restaurant qui sert beaucoup de plats, même si dans ce cas-là, la plupart des plats traînent dans une baignoire depuis plusieurs semaines. Donc, pour une API, un menu, ce n'est pas une documentation PDF qui est jamais à jour, ce n'est pas non plus une page Swagger qui est destinée à être lue par un humain. Non, une API, c'est plus quelque chose qui est lisible par une machine, qui permettrait de générer des clients automatiquement. Alors, vous me parlerez peut-être de JSON schéma, vous me parlerez peut-être de Ramel, qui sont des formats de schéma d'API REST, mais en fait, il y a autant de formats de schéma d'API REST que d'étoiles dans l'univers, donc on a le même problème qu'évoqué précédemment avec le format des réponses. Et si vous avez déjà développé une API REST, vous avez probablement déjà été confronté au problème du versionning. Vous savez qu'une API qui publie une mise à jour qui n'est pas compatible avec la version précédente, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, levez la main pour voir. Alors, il y en a un peu moins. En même temps, pour que vous ayez un problème de versionning, il faut que vous ayez une vraie API, une API qui vive plus de quelques semaines et qui soit utilisée par de vrais utilisateurs, qui remontent des bugs. Donc si vous n'avez jamais eu ce problème, c'est peut-être parce que vous travaillez pour une start-up qui mine du Bitcoin pendant que vous assistez à des conférences. Mais c'est un autre sujet. Dans la vraie vie, les API, elles changent. Et le versionning d'API, c'est assez galère pour les développeurs, d'autant plus qu'avec l'agilité, on sort une nouvelle version d'API quasiment toutes les 2 semaines. Et les développeurs front, en général, après avoir dû retoucher leur application une dizaine de fois, ils tournent Kazakh et ils menacent de tout casser si l'API sort encore une nouvelle version. En fait, il y a une solution plus simple que le versionning qui s'appelle l'évolution. L'évolution, c'est quoi ? Dans une API évolutive, on ne supprime jamais de route, on ne supprime jamais de champ, on ne fait qu'en rajouter. Donc une API évolutive, par définition, elle ne cassera jamais la compatibilité. Alors, est-ce que c'est efficace ? Oui, mais ça veut aussi dire qu'une API évolutive, elle va grossir indéfiniment. Et au bout d'un moment, les réponses, elles sont tellement fat que ça nuit à la performance. L'API, elle devient indigeste. Et aujourd'hui, si vous utilisez la vraie API de Twitter, une requête pour un tweet, elle renvoie 30 champs, même si vous n'en avez besoin que de 3. Et sur mobile, ça prend des plombes et ça consomme au passage tout votre forfait Virgin Mobile. Et c'est que, en fait, REST n'a pas la notion de champ. Il ne permet de requêter que des ressources entières. Un dernier problème, même si la coupe est déjà pleine, REST, c'est bien pour faire du CRUD. Vous savez, Create, Retrieve, Update, Delete. C'est des opérations simples sur une ressource. C'est que REST, en fait, il se base principalement sur les verbes du protocole HTTP et certains de ces verbes, post, get, put et delete. Et nos applications, en fait, elles ont besoin de faire beaucoup plus que ces 4 actions-là. Elles ont besoin, par exemple, de s'abonner à un flux temps réel, elles ont besoin de poser une option sur un vol, elles ont besoin de recadrer une image, de débiter un compte en banque. Et pour faire ça en REST, le formalisme du CRUD, il nous oblige à faire des acrobaties assez désagréables et pour tout dire, pas du tout naturelles. Donc en un mot, REST, ça amène plein de problèmes. C'était bien quand tout ce qui existait avant, c'était SOAP, mais dans le contexte d'aujourd'hui, les inconvénients, ils dépassent de loin les avantages. Alors REST, ce n'est pas l'unique solution pour les échanges de données entre machines. Il y a d'autres approches qui existent, qui n'ont pas les mêmes inconvénients que REST,
mais ce n'est pas sûr qu'elle soit satisfaisante pour autant. D'abord, on peut tout à fait étendre REST sans en changer les fondamentaux. Sur certains services, on peut, par exemple, utiliser des directives comme include ou fields que vous voyez dans cet exemple. Ça permet de pallier au manque de précision du requêtage par ressource. On peut rajouter une doc-swagger, on peut restreindre l'usage HTTP2 pour multiplexer les requêtes, on peut ajouter une route spéciale pour grouper les appels. Et puis finalement, pour faire tout ça, prendre un gros framework spécialisé dans les API avec des dizaines de milliers de lignes de code pour faire ça simplement. Enfin, simplement, on se comprend. Tout ça, à mon avis, c'est comme s'obstiner à dire qu'on peut manger de la soupe avec une fourchette, si vous voulez. Alors, oui, c'est possible, mais ce n'est pas pratique. Et on se met de la soupe partout, et rajouter des accessoires, ça fait que rendre le problème plus évident. Ma conviction, c'est que REST, c'est une impasse. L'architecture de REST, elle n'est plus adaptée au scénario d'usage moderne, et on arrive au point où, à force d'ajouter tout un tas de trucs, ça craque de partout. Une autre solution, ça consiste à préciser les données qu'on demande de manière très fine via un langage de requête sophistiqué. Et le meilleur en la matière, c'est SQL, que vous connaissez probablement tous, un langage universel, déclaratif, facile à parser. Ce n'est pas une si mauvaise idée que ça, d'ailleurs, c'est ce que fait Microsoft en C#. Mais SQL, ça reste un langage trop connoté relationnel, ça ne colle pas avec les stockages documentaires, les bases de graphes, les bases clés-valeurs qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et puis SQL, ça reste create, select, update et delete, et pas grand-chose d'autre, donc trop limité en termes d'action fine, sans compter les risques de sécurité si on accepte n'importe quelle requête en paramètres. Google a proposé une autre solution en 2008, ça s'appelle les protocol buffers. Ça serait un super nom pour un groupe de rock, mais en fait, c'est juste un mécanisme de sérialisation de la donnée. Et puis, ça n'adresse pas les besoins de requêtage ou d'agrégation complexe. Ceci dit, les protocol buffers, ils reposent sur du Remote Procedure Call, ou RPC, et ça, c'est très puissant. Notez qu'RPC, c'était aussi la proposition de SOAP, qui avait des qualités malgré tout. Et une dernière solution, plus proche de la bonne à mon avis, c'est Falcor. Falcor, c'est pour les plus anciens d'entre vous le nom du dragon qui parle dans l'Histoire sans fin. Je ne sais pas si ça évoque des choses à certains d'entre vous. Pour les plus jeunes, c'est une librairie open source de Netflix qui a été diffusée en 2015, qui comporte une partie client et une partie serveur. Et avec Falcor, le client il peut récupérer des structures de données complexes de façon simple, mais il manque un typage fort, il manque un langage de requêtage sophistiqué. Du coup, on imagine assez bien ce que serait la solution idéale, si vous voulez, l'alternative qui nous ferait abandonner REST sans scrupule. Si une solution proposait tout ça, elle rendrait la vie des développeurs plus facile, et plus spécialement la vie des développeurs front, qui sont ceux qui souffrent le plus de REST aujourd'hui. Il y a des générations qui se sont épuisées à chercher cette solution, nombreux ont disparu, et pourtant, elle était là, à portée de main. Cette solution, vous l'avez compris, c'est GraphQL. Le QL dans le nom, c'est l'acronyme de Query Language, ou langage de requêtage. Quant au mot graph, en fait, il apporte plus de confusion qu'autre chose, parce que vous n'avez pas besoin de stocker vos données sous forme de graphe pour utiliser GraphQL. GraphQL, c'est vraiment un langage de requêtage générique, comme SQL quelque part, qui est valable à la fois pour les données relationnelles, les données documentaires, les données sous forme de graphe. GraphQL a été inventé et open sourcé par Facebook, les mêmes ingénieurs qui ont inventé React. Mais plutôt que de vous lire la spec de GraphQL, je vais vous montrer à quoi il ressemble en pratique. Voilà comment on peut requêter un tweet depuis une API REST à gauche et depuis une API GraphQL à droite. C'est un exemple simple, mais il montre déjà 50% de ce que vous devez savoir sur GraphQL. En REST, il y a une route par ressource, /tweets ici, alors qu'en GraphQL, le serveur il expose qu'une seule route pour toute l'API, c'est la route /. Et la ressource demandée, elle est passée dans le body de la requête. En REST, on requête une ressource complète. En GraphQL, on est obligé de lister les champs qu'on souhaite, ici, ID, body et date. GraphQL utilise un langage de requêtage nouveau, avec des accolades, ça ressemble de loin à du JSON, et ça s'appelle GraphQL. Voilà, on va évidemment en reparler. En REST, les paramètres ils sont passés dans l'URL, ici l'identifiant du tweet demandé, alors qu'en GraphQL, les paramètres ils apparaissent entre parenthèses dans le corps de la requête. En REST comme en GraphQL, la réponse c'est un objet, mais en GraphQL, le format il est normalisé et la donnée se trouve toujours sous la clé data. Et REST utilise la grammaire du HTTP, et donc le verbe get pour lire une ressource,
GraphQL lui s'en fiche comme de l'an 40, et il fait une requête de lecture avec le verbe post. Alors oui, vous avez bien entendu, GraphQL il se permet d'utiliser post pour lire une ressource. Normalement, après une dizaine d'années de conditionnement et de bourrage de crâne par REST, vous devriez crier au sacrilège. Je vous demande juste de garder l'esprit un tout petit peu ouvert. En fait, la révélation passe par l'abolition des vieilles croyances. En fait, j'ai utilisé post dans mon exemple, mais j'aurais aussi bien pu utiliser REST, parce que GraphQL ne se formalise pas du tout de la façon dont vous l'appelez. Ce qui l'intéresse, c'est le contenu de votre requête. Et ce contenu, il peut comporter des agrégats. Regardez ici, en une seule requête GraphQL, je demande à la fois des tweets, un user et un nombre de notifications. Notez que pour chaque ressource, je dois toujours préciser le ou les champs que je veux dans la réponse. Notez aussi que j'ai ajouté des retours chariots et des tabulations, mais GraphQL s'en fiche. À la limite, j'aurais pu passer tout ça en ligne, ça aurait fonctionné. Mais l'avantage de l'écrire comme ça, c'est que la requête, elle décrit clairement une structure de données. En fait, GraphQL, c'est un langage déclaratif. Ça veut dire qu'il décrit ce qu'on veut recevoir, pas comment on veut que la requête soit exécutée. Et le résultat, c'est que la structure de la réponse est exactement la même que la structure de la requête. Regardez, voilà la réponse à la requête précédente. C'est un agrégat de données. Et là, j'ai presque tout ce qu'il faut pour afficher la fameuse page d'accueil de l'appli Twitter. Vous vous souvenez? En fait, la seule chose qui nous manque, ce sont les auteurs et les stats des tweets. Et en reste, j'étais obligé d'attendre la réponse de l'appel numéro 2 pour demander ensuite la liste des infos liées à chaque tweet, comme les auteurs et les stats. Et bien, en GraphQL, je peux préciser que je veux des sous-ressources. Ici, l'auteur des tweets et leurs stats. Alors souvent, en voyant ça, les gens se demandent « mais comment est-ce que le serveur GraphQL fait pour traiter la requête comme ça ?» Je vous demande pour l'instant de laisser cette question dans un coin de votre tête. Si ça vous embête, dites-vous que c'est de la magie et qu'on ne peut pas tout expliquer dans ce monde. Mais revenons à l'essentiel. La structure de la requête, on demande toutes les données dont on a besoin sous la forme d'un arbre en une seule fois. Et à nouveau, en lisant cette requête, on peut deviner la forme qu'aura la réponse. Voilà, cette fois on a tout, les tweets, les auteurs, les stats, l'utilisateur connecté et le nombre de notifications. Et bien, avec ça, j'ai récupéré en un seul appel serveur de quoi afficher cette page en entier, ce pourquoi il fallait 5 requêtes en reste. Oui, il reste la requête en écriture pour notifier des tweets vus. Aujourd'hui, GraphQL ne permet pas encore d'agréger des requêtes en lecture et en écriture, qu'il appelle des mutations. Mais 5 requêtes agrégées, ça permet déjà d'afficher la page sans attendre. Et si vous devez requêter une API GraphQL, bah vous pouvez utiliser ces verbes getTweet, getUser. En fait, vous pouvez vous poser la question, comment savoir quelle requête je peux appeler sur un serveur? Comment j'ai fait moi pour savoir que ce serveur, il acceptait une requête qui s'appelait getTweet, une autre qui avait un champ auteur, qui avait un sous-champ fullName? Alors une première possibilité, c'est que je sois capable de lire la matrice, c'est peu probable, hein, mais ça reste plausible. Il y a une autre explication, il suffit que le serveur GraphQL fournisse une documentation, fournisse une carte de l'API. Cette carte, GraphQL l'appelle le schéma. C'est l'inventaire exhaustif de tout ce que le serveur peut faire, un peu comme ce que fait Swagger, si vous le connaissez, avec REST. Voilà à quoi ressemble le schéma de mon API. Il va lister les points d'entrée, c'est-à-dire les requêtes qu'un client peut appeler. Ça, c'est les champs du type query. Et c'est un peu comme le main dans un programme en C. Vous avez déjà vu ces points d'entrée, d'ailleurs, getTweet, getTweets, getUser, getNotificationMeta. Ces requêtes, elles peuvent prendre des paramètres et elles renvoient des données d'un certain type. Et le schéma, il détaille les champs de chacun de ces types, comme tweet, qui est un type qui contient les champs ID, body, etc. Et les champs, ils ont eux-mêmes un type. Parfois, c'est un type natif GraphQL, comme ID ou string. Et parfois, c'est un type que j'ai défini moi-même, comme user. Et c'est comme ça que je vois que le champ auteur du type tweet est de type user, et que dans le type user, j'ai un champ username, et que donc je peux requêter le nom de l'auteur des tweets. Je passe vite sur le reste du schéma de cet exemple, qui contient d'autres types objets et des types scalaires, c'est-à-dire des types qui n'ont pas de structure interne. Ce schéma, il est important parce que c'est le contrat d'interface entre le serveur et le client, entre le front et le back. Et il a l'avantage d'être facile à lire, à la fois par un humain et par une machine. Et en pratique, en GraphQL, on commence le développement par le schéma, et tout découle de là. Ce schéma, c'est un peu la promesse de l'auto-discovery des API qui était faite par Etoace. Si ça vous dit quelque chose, c'était une secte dissidente de REST qui, heureusement, n'a pas percé.
Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour requêter des données avec GraphQL. Et ce langage, il permet de faire des requêtes de n'importe quel niveau de complexité. Par exemple, rien ne vous empêche de demander, pour chaque tweet, son auteur, et pour chaque auteur, ses 10 derniers tweets, avec leur stade de vue. Si vous arrivez à faire ça en REST, vous êtes très fort. Et vous avez aussi beaucoup trop de temps à perdre, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en résumé, GraphQL, c'est un langage de requêtage déclaratif, fortement typé, qui marche sur le mode du remote procedure call. Et oui, parce que les requêtes qui sont définies dans mon schéma, c'est un peu comme des procédures du serveur qui sont exposées au client. J'ai omis plein de détails du langage GraphQL qui supporte des variables, qui supporte des fragments, des alias, du pub-sub, des conditions. Le mieux, si vous voulez rentrer dans le détail à l'issue de cette conférence, c'est que vous alliez faire un tour sur le blog de Marmolab. Vous y trouverez un long article qui décrit GraphQL de A à Z. Donc GraphQL, il a tous les attributs qu'on demandait au fameux Saint Graal. Et pour moi, ça a été une révélation. Alors j'ai conscience que ça reste un peu abstrait pour certains d'entre vous. Pour rendre GraphQL plus tangible, je vous propose de disséquer un serveur GraphQL. Est-ce que GraphQL est fait de code ou d'essence divine? Merci. Donc en fait, GraphQL, c'est pas magique ou sorcier, c'est juste malin. C'est là, à mon sens, un de ses grands points forts, c'est que la résolution des requêtes par le serveur, c'est une opération très très simple, quel que soit le niveau de complexité de la requête. On va voir ça en pratique sur le schéma de l'API Twitter. Donc souvenez-vous, on a une requête nommée getTweet qui prend en paramètre un ID et qui renvoie un enregistrement de type tweet. Le type tweet, il est détaillé juste en dessous, il comporte 3 champs, et on a une autre requête nommée getTweet qui prend en paramètre une limite et qui renvoie un tableau d'enregistrement de type tweet. Maintenant, à chaque champ dans un type, je vais associer une fonction, dite fonction de resolver. Et ça ressemble à ça en JavaScript. Alors, on peut les écrire dans n'importe quel langage, mais je vous rappelle, un champ et un resolver. Les resolvers, c'est un peu comme des opératrices téléphoniques, comme si pour chaque composant de la requête, il y avait une personne qui recherchait la donnée correspondante et qui établissait une connexion entre les deux. Alors, par contre, ça va un petit peu plus vite que les opératrices téléphoniques, ça prend que quelques millisecondes à s'exécuter. Alors, ici, pour simplifier, on va dire que les tweets et les users sont stockés en mémoire dans des variables qu'on va nommer tweets et users. Chaque resolver, c'est une fonction pure qui accepte 2 paramètres, le résultat de l'étape précédente et les paramètres passés au champ. Et là, normalement, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étape? C'est parce que le moteur GraphQL, il va parcourir une requête pas à pas. Donc, on va essayer de voir ça sur un exemple. Ça, c'est une requête GraphQL qui demande le tweet d'ID 1 avec le nom complet de son auteur. On va parcourir la requête comme le fait le moteur. Donc d'abord, la requête appelle la procédure getTweet. Pour mémoire, le resolver, c'est celui-ci. On va récupérer l'ID d'ID 1, le tweet d'ID 1 dans le tableau de tweet. Donc le resolver, il est appelé avec rien en premier argument, parce que c'est la première étape, et un objet littéral en second argument qui contient les paramètres de la requête. ID égale 1. Logiquement, la fonction retourne le tweet qui a pour ID 1, jusqu'ici, tout va bien, et le résultat de cette première étape est donc un objet littéral qui représente le tweet. Oups. Donc pour chaque champ demandé, le moteur GraphQL va démarrer une nouvelle étape. Selon le schéma, le type de ce premier résultat est tweet. Le moteur va donc utiliser les résolvers du type tweet pour résoudre les champs demandés. Ici, ID, body et author. Le moteur GraphQL va appeler ces résolvers en parallèle en passant en argument le résultat précédent, le tweet trouvé à l'étape 1. Donc ici, on a déjà ID et body qui ont été fournis par le premier résolver, getTweet. Le résultat, vous vous en doutez, pour le moment, ça ressemble à ça. Author, lui, n'a pas été fourni par le moteur GraphQL, va donc démarrer une nouvelle étape. Dans le schéma, le type du champ author est user, et on va devoir résoudre le champ fullName. On va donc faire appel au resolver correspondant dans le type user, en passant en paramètre le résultat du resolver précédent, en l'occurrence l'objet user. Il ne reste plus qu'à concaténer nom et prénom pour obtenir le résultat final. Donc là, on a fini, le moteur a résolu toute la requête et il renvoie le résultat qui a bien la même forme que la requête.
Donc on voit ici comment cette notion d'exécution successive des résolveurs, en passant à chaque fois le résultat du résolveur parent en paramètre, permet de recomposer des résultats simplement. Et ça marche pour des requêtes de n'importe quel niveau de complexité. C'est de là que vient le mot graphe, parce que le moteur d'exécution parcourt les requêtes comme un graphe, de proche en proche. Moi, quand j'ai compris ça, c'était comme une illumination. Donc, à voir la tête de certains d'entre vous, je ne suis pas certain que ça soit le cas pour tout le monde déjà, mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêt pour la révélation, ça peut prendre du temps, et je ne vais pas insister sur les questions bassement techniques ici. Retenez juste qu'un serveur GraphQL, c'est simple à implémenter, c'est performant, c'est facile à tester, et ça permet d'agréger des données qui viennent de sources différentes, bases de données, API externes, etc. Parce que GraphQL, c'est aussi ce qu'on appelle un API gateway, c'est une espèce de serveur proxy qui se met entre les clients et les serveurs de données. GraphQL va distribuer les demandes, il va agréger les réponses, et c'est comme ça qu'il va permettre d'économiser des appels HTTP. Au passage, un API gateway, c'est juste indispensable si vous utilisez des architectures serverless ou microservices. On peut développer un serveur GraphQL dans n'importe quel langage. On a des librairies open source pour JavaScript, pour PHP, pour Ruby, pour Go, Java, C#, j'en passe. À chaque fois, vous n'avez qu'à fournir deux éléments, un schéma et des résolveurs qui connectent le schéma à vos sources de données. À noter que ces librairies tout open source sont principalement éditées par deux sociétés, Facebook qui édite GraphQL et Meteor qui édite la librairie Apollo. Donc si vous vous lancez dans le lancement de services en GraphQL, vous allez forcément rencontrer le nom de ces deux-là. Leurs librairies, elles sont parfois concurrentes, elles sont souvent complémentaires, mais elles sont toujours de très bonne qualité. Si vous voulez jouer avec un serveur GraphQL sans avoir à écrire une ligne de code, ou presque, il y a aussi des back-ends as a service comme GraphCool, qui est gratuit en dessous de quelques milliers de requêtes par mois. Donc je vous le recommande chaudement pour bien débuter. Alors, il y a aussi pas mal de bonnes pratiques à connaître pour bien développer un serveur GraphQL. Comment on minimise les requêtes en base, comment on organise son code, comment on le teste, comment on gère les permissions, la sécurité. Ce n'est pas l'objet de cette conférence de vous inonder de détails. Je vous conseille plutôt de lire l'article qu'on a évoqué tout à l'heure sur le blog de Marmelab. Il est complet, il est pratique, et il y a plein d'exemples. Bien, une fois qu'on a un serveur GraphQL, on peut commencer à le requêter. Ce que vous voyez là, c'est Graphical. C'est une interface web d'interrogation d'un service GraphQL. À mon sens, Graphical, c'est à PHP-MyAdmin ce que le smartphone est au télégraphe. Donc regardez, le service est auto-documenté grâce au schéma, et donc, sans rien faire de spécial, je dispose d'une documentation d'API précise et interactive. Mais ce n'est pas tout. Toujours grâce au schéma, Graphical est capable de suggérer les méthodes et les champs lors de l'écriture d'une requête avec de l'autocomplétion. Donc avec de l'IntelliSense, un peu dans le même genre que n'importe quelle IDE, mais dans une interface web. Donc à mon avis, c'est un outil de développement tout simplement génial, et c'est absolument indispensable. Faire du GraphQL sans Graphical, c'est un peu comme faire du vélo sans selle. L'expérience, elle est incomplète, et ça peut même aller jusqu'à l'inconfortable. Ok, c'est bien beau, on utilise une interface d'admin, mais comment on s'en sert dans une application web mobile? Alors, c'est pas plus compliqué que de faire une requête Ajax. Ici, je vous ai mis un exemple avec Fetch, qui passe la requête dans le body et qui récupère la réponse, comme pour une API REST. Si vous utilisez React, je vous conseille la librairie React Apollo. Elle permet de décorer un composant React avec une requête GraphQL. Au render, le composant va interroger le serveur GraphQL. Une fois la réponse obtenue, le composant se rend à nouveau, cette fois avec les données récupérées du serveur. Sauf que React Apollo a géré le loading, le cache, l'optimistic rendering, le multiplexage de requêtes, et tout un tas d'autres trucs très sophistiqués qu'on n'a pas du tout envie de faire à la main. C'est indispensable. L'exemple que je viens de vous montrer, utilisez React, Apollo et JavaScript, mais on trouvera des librairies quelle que soit votre plateforme client, en AngularJS, en Kotlin, en Dart. À nouveau, ces librairies, elles sont issues de Facebook, qui édite deux clients JavaScript, GraphQL.js et Relay, et de Meteor, qui édite Apollo pour React, pour Angular, pour Vue, pour iOS, pour Android, et plein d'autres langages encore. Tout ça pour dire que si votre excuse pour ne pas vous jeter à l'eau avec GraphQL, c'est que personne ne l'a fait avant vous, c'est du bidon. La communauté GraphQL, elle est loin d'être déserte, et c'est même un de ses gros points forts, et on va en reparler un petit peu plus tard. Ici, je n'ai fait qu'effleurer le sujet du GraphQL côté client.
En vérité, on pourrait tenir au moins 2 heures sur le sujet, et puis on parlerait d'asynchronisme, de gestion d'erreurs, de server-side rendering, d'usage offline, etc. Mais bon, une conférence, ce n'est pas le meilleur moyen d'apprendre à coder. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, vous pouvez plutôt lire l'article qu'on a écrit sur le blog de Marmelab. Pour conclure sur cette partie implémentation, sachez que GraphQL, ce n'est pas juste une spécification et une belle idée. C'est un ensemble d'outils qui sont déjà utilisés par des centaines de développeurs. C'est une communauté super active avec plein de projets open source dans plein de langages différents. Et c'est des applications déjà en production. Donc en vrac, on peut citer Facebook Messenger, GitHub, Yelp, Financial Times, 20 minutes. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà une application GraphQL en production? Une. Bon, vous pourrez aller le voir à la fin et puis lui demander si j'ai raconté des cracks. Et ça m'amène à l'avant-dernière partie de cette présentation. Une fois mis en pratique, est-ce que GraphQL, ça fait du bien ou est-ce que ça fait du mal? Et je repasse la main à François. Merci Gildas. Alors, est-ce que GraphQL, c'est vraiment bien en pratique? Est-ce que ça vous fait du mal? Si vous écoutez les développeurs qui ont essayé GraphQL, ils vous diront qu'ils adorent. En fait, une fois qu'ils y ont goûté, en général, ils veulent plus refaire du reste. Et ça, qu'ils soient développeurs front ou back. Avec GraphQL, les développeurs ils rendent les applications plus performantes. Ils font des choses qui étaient quasiment impossibles avec REST, comme l'optimistic rendering, Gildas en a parlé, ou l'agrégation de requêtes. Ils apprennent GraphQL en général en une petite journée et sans grande difficulté. Et même les hipsters s'y mettent, c'est dire s'il est temps que vous vous y intéressiez aussi. GraphQL, c'est aussi une meilleure collaboration entre les équipes front et back. Les développeurs front, ils n'ont pas besoin de demander une mise à jour de l'API quand ils ont besoin d'un nouveau champ. Les développeurs back, ils n'ont pas besoin de prévenir qu'ils déploient une nouvelle version. Il n'y a jamais de rupture de compatibilité. Les nouveaux arrivants, ils sont à pied d'œuvre en quelques heures parce que c'est standardisé. Et personne ne demande à l'autre d'écrire de la documentation parce que les équipes partagent un schéma depuis le premier jour. Donc, en un mot, GraphQL nous rapproche les uns des autres. Et en plus, il y a des outils de développement qui permettent de bouchonner un serveur qui n'est pas prêt, donc chacun avance à son rythme. Cet amour immodéré des développeurs front et back pour GraphQL, ça fait que GraphQL, c'est un aspirateur à talent. Faire du GraphQL dans une société, ça a le même effet que recruter cette jeune développeuse. Tout le monde se bat pour venir chez vous, et pas seulement parce que cette demoiselle est une brute en C#. Si vous voulez, le monde est ainsi fait. Et comme la denrée rare dans notre métier, ce n'est pas les projets, mais c'est les développeurs, ça explique pourquoi beaucoup de sociétés se battent pour montrer qu'elles font du GraphQL, y compris ma société d'ailleurs, qui cherche à attirer les meilleurs d'entre vous en utilisant des photos de jolies filles libres de droit. Il y a peu de chances que ça marche, mais qui ne tente rien n'a rien. Et comme GraphQL provoque un super engouement, l'écosystème GraphQL, il grouille d'initiatives, il grouille de bonne volonté, des meet-ups, des projets open source, des tutoriels en ligne, beaucoup de support sur Stack Overflow et ailleurs. On ne se sent jamais seul avec GraphQL. Ça donne envie d'en faire plus, ça donne envie de contribuer soi-même. Ce qu'on a fait nous-mêmes chez Marmelab, d'ailleurs, en publiant des librairies JavaScript pour faciliter le développement de back-office basé sur GraphQL. Je vous invite à aller voir notre compte GitHub pour en savoir plus. En tout cas, l'enthousiasme de la communauté GraphQL, le nombre de conversions d'anciens fidèles de REST qui augmente chaque jour, ça, c'est vraiment encourageant. J'ai parfois pris les mots d'un prédicateur pour vous distraire, mais en fait, il ne faut pas vous tromper, GraphQL, ce n'est pas une religion, parce qu'il existe pour de vrai. Je ne vous demande pas de croire à ses forces, je vous demande de les comprendre, je fais appel aux faits et pas aux croyances. Et d'ailleurs, tout n'est pas rose au pays de GraphQL. Sous ses atours blancs comme neige, GraphQL cache certaines faiblesses. Peut-être c'est un péché de jeunesse. En fait, GraphQL n'a que 2 ans. Les outils ne sont pas tous matures. Certains font double emploi, comme on vous a présenté Apollo et Relay, et on perd du temps à essayer de comprendre lequel est le meilleur. La spécification de GraphQL ne couvre pas certains aspects fondamentaux des API, comme la pagination, les filtres, les métadatas ou l'authentification. Et puis ces outils ils changent très très vite. Ce n'est pas inhabituel que votre application basée sur GraphQL elle casse suite à une simple mise à jour d'une librairie externe. Il y a beaucoup de tutoriels en ligne que vous allez trouver qui sont périmés, qui vantent des pratiques qu'il faut éviter à tout prix. Et les vrais retours d'expérience de GraphQL en production, ils se comptent grosso modo sur les doigts d'une main. Et tant qu'on est à utiliser des bouquins pour illustrer les problèmes de GraphQL, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer celui-ci. Parfois, le choix du format peut s'avérer malheureux, comme pour ce livre des meilleures vidéos sur YouTube.
Pour GraphQL, l'acte manqué, c'est de ne plus s'appuyer sur HTTP. Parce qu'en REST, c'était très simple de loguer des requêtes, de faire du cache server-side, de sécuriser une API route par route avec un firewall. GraphQL, il galère pour faire ces choses. Et on nous oblige à réinventer des mécanismes pour résoudre des problèmes qu'on n'avait tout simplement pas en REST. Et ça, c'est quand même ballot. Pour que vous compreniez ce dont je parle, voici un extrait de log HTTP d'un serveur GraphQL. Et oui, parce que la requête, elle est en poste, donc il n'y a pas moyen de savoir quelle est la requête qui tombe en erreur. Alors, bien sûr, on peut rajouter des logs manuellement pour loguer la requête GraphQL, mais c'est du travail en plus pour les développeurs back. Et puis GraphQL, il ouvre la porte à des attaques auxquelles REST était assez immunisé, comme les attaques denial of service en particulier. Alors, je ne parle pas du distributed denial of service, qui est l'attaque où une armée de fours à micro-ondes envoie des requêtes à votre API, mais le simple denial of service, où il suffit d'exploiter une petite faille pour faire tomber tout un service. Comme par exemple casser une clé dans une serrure pour interdire l'accès à une maison. Voilà une requête GraphQL parfaitement valide. Cette requête-là va faire tomber facilement le premier serveur GraphQL venu. Je demande seulement une liste de 100 tweets, avec pour chacun son auteur, et pour chaque auteur 100 de ses tweets, et ainsi de suite. Si vous calculez bien, cette requête, elle demande 100 millions de noms d'auteurs. Alors on peut se protéger contre ce genre d'attaque, par exemple en mettant une limite à la complexité des requêtes qu'un serveur peut accepter, mais à nouveau, ça demande du temps supplémentaire de la part du développeur back. Et les gens de GraphQL, ils ont une solution pour ces problèmes de cache, ces problèmes de log, de sécurité, ça s'appelle les persisted queries. L'idée, c'est que le client et le serveur, ils n'échangent plus des requêtes GraphQL comme en haut, mais des identifiants de requêtes que chacun associe de son côté à une requête à partir d'un dictionnaire partagé. Et oui, mais voilà, ça tue l'avantage le plus important de GraphQL, qui est la décorrélation entre le front et le back. Avec les persisted queries, je suis obligé de synchroniser la mise en production du front et du back pour avoir le même dictionnaire. Donc cette solution-là, en fait, oubliez-la, le remède est pire que le mal. Vous l'aurez compris, en résumé, GraphQL, c'est une arme à double tranchant. D'un côté, ça facilite le travail des développeurs front, et de l'autre côté, ça complique quand même un peu celui des développeurs back. Si vous avez compris ça, vous vous demandez peut-être, du coup, est-ce que GraphQL, ça vaut le coup d'y passer ou pas? Et bien en fait, évidemment, tout dépend de votre situation. Mais pour vous aider à y voir plus clair, j'ai préparé un test très simple, en 10 questions. À chaque question, vous pourrez répondre avec un doigt de la main droite ou avec un doigt de la main gauche. Vous commencez avec tous les doigts repliés et vous dépliez le doigt de la main qui correspond à chaque réponse. À un moment, vous n'aurez plus assez de doigts dans une main et c'est cette main-là qui vous dira si GraphQL est fait pour vous ou pas. Et pour ceux qui se demandent, la main droite, c'est celle qui a le pouce à gauche. Bon. Alors, première question. Quel type de device utilisent vos clients? Main droite, usage nomade sur smartphone ou tablette. Main gauche, usage sédentaire, principalement sur desktop. Deuxième question. Est-ce que la performance côté client est importante pour vous? Main droite, oui, chaque seconde compte. Le revenu peut être proportionnel à la performance. Main gauche, pas vraiment. L'application est sur une population captive, comme par exemple pour un back-office. Troisième question, combien de routes à votre API? Est-ce qu'il y a au moins 6 routes main droite, jusqu'à 5 routes main gauche? Question numéro 4, attention, il y a un piège sur l'image. Quelle est la durée de vie de votre API? Main droite, je vais mettre dans le bon sens, quelques mois. Non, c'est l'inverse. Main droite, au moins 1 an, et main gauche, quelques mois. Question numéro 5, quel est le niveau de complexité de votre API? Est-ce que main droite, vous gérez des relations, des ensembles de ressources, des événements, ou main gauche, vous faites surtout du CRUD et très peu de conditions complexes? Question numéro 6, sur la plus complexe des pages du client, combien de persistances sont appelées? Main droite, plusieurs bases de données, peut-être un moteur de recherche full text, une base d'event, une sous-API, des services en SaaS. Main gauche, une seule base de données, en fait, c'est juste une interface à une base de données unique. Question numéro 7, avez-vous des règles de cache complexes? Main droite, non, en fait, vous cachez tout, vous cachez rien, la logique de cache est très simple. Main gauche, oui, vous avez en fonction de l'URL des règles de routing qui disent qu'on va cacher la réponse ou pas. D'ailleurs, il est probable que vous galériez pour vider votre cache de manière sélective. Question numéro 8, encore un piège sur l'image. Comment travaillent vos équipes front et back? Main droite,
développeurs front et back ont une liste de courses, un backlog commun. Main gauche, chaque équipe a ses propres spécifications, vous travaillez en silo. C'est bientôt la fin. Combien de développeurs front et back travaillent avec votre API? Main droite, au moins 5 développeurs. Main gauche, c'est une petite équipe. Et on arrive à la dernière question. Quel est votre type de langage préféré? Est-ce que vous préférez plutôt main droite les langages fortement typés, Python, Java, TypeScript? Main gauche, vous êtes plutôt sur les langages faiblement typés, PHP, JavaScript, Ruby. Si vous voulez plus de critères pour choisir, n'hésitez pas à lire le 5e article de la longue série qu'on a écrit sur le blog de Marmelab sur le sujet de GraphQL. Mais avec ces 10 questions-là, vous avez déjà de quoi faire vous faire une bonne idée. Donc normalement, vous avez une main qui a tous ses doigts qui est ouverte. Vous êtes prêt pour le résultat. Levez la main qui a le plus de doigts pour voir. Résultat contrasté. Alors, si vous levez la main gauche, alors GraphQL, objectivement, ne vous servira pas à grand-chose. Restez suffisamment bien pour votre cas et vous perdrez probablement un peu plus de temps que vous n'en gagnerez à l'utiliser. Si c'est la main droite que vous avez levée, alors GraphQL est fait pour vous. Plongez, n'hésitez pas, c'est vraiment une expérience incroyable. Si vous avez besoin de tutoriels pour commencer, vous savez où les trouver sur le blog de Marmelab. Et quand vous aurez fini votre premier projet GraphQL, je parie que vous n'aurez plus qu'une envie, c'est de recommencer. Je vous remercie. Merci François et Gildas. Alors on dit Gildas ou Gilda? Parce que moi je suis breton, Gildas, ok. Moi j'ai utilisé mes deux mains pour applaudir. Je crois qu'il y a une communauté qui est peut-être née aujourd'hui. Si vous le voulez bien, on va prendre quelques questions. Moi j'avais une première question en fait pour lancer, qui était au sujet des standards. On a un peu répété tous les deux. On a vu tout à l'heure le diapo sur les standards, le 14e, le 15e standard. Qu'est-ce qui fait en fait qu'une solution devient un standard? C'est quoi la magie, en fait, c'est quoi la sauce secrète qui fait qu'on va passer finalement d'une petite communauté à un standard? Qu'est-ce qui fait qu'une solution à un standard, c'est son adoption? S'il y a plusieurs standards, le vrai standard, c'est celui qui est le plus utilisé. Donc, objectivement, je ne sais pas vous dire si GraphQL va devenir le standard, parce que pour les échanges, vous l'avez vu, il y en a pas mal pour les échanges de données. Ma conviction, après bientôt une vingtaine d'années passées à faire du web, après avoir vu passer SOAP, après avoir vu passer REST, c'est que c'est le sens de l'histoire. C'est que depuis 2004 et la popularisation de REST par Ruby on Rails, tout le monde s'est dit, oui, ça résout un vrai problème. Aujourd'hui, GraphQL, il résout un vrai problème, qui est celui du développement d'applications complexes, d'applications mobiles, et il le résout d'une manière élégante, simple, facile à apprendre, et il y a quand même de bonnes chances que pour les 10 années qui viennent, on écrive plutôt des API en GraphQL que des API en REST. Ok, donc rendez-vous dans quelques années. Est-ce qu'il y a des questions en fait dans la salle? Je vous ai vu hyper concentré, là, ici. Bonjour. Une petite question sur les performances. Supposons que vous attaquez une base de données SQL. Votre GraphQL parse le graphe et utilise des résolveurs à chaque fois. À quel moment est exécutée la requête? Est-ce qu'il en fait une à chaque fois ou est-ce qu'il y en a 40 qui sont effectuées? Alors, les moteurs d'exécution de requêtes, ils sérialisent quand vous avez une accolade et ils parallélisent quand vous demandez plusieurs champs. Ça veut dire que, je vais essayer de vous retrouver, un exemple de requête. Sur la requête que vous voyez là, par exemple, les trois... Il n'y a rien affiché. Pardon? C'est pas... Il faudrait basculer l'affichage. Si vous pouvez basculer l'affichage à la régie, ou pas. Bon, c'est pas grave. Donc, quand vous avez... voilà, sur cette requête-là... Ça va mieux, là. Les trois requêtes GetTweet, trois résolveurs GetTweet, GetUser et GetNotificationData, ils sont exécutés en parallèle. Ensuite, quand le résultat de GetTweet arrive, les trois résolveurs ID, BodyDate, ils sont exécutés en parallèle. Mais après le résultat de GetTweet. Donc ça sérialise au fur et à mesure où on va vers la droite et ça parallélise quand on va vers le bas. Et donc, c'est assez efficace. Il y a, ceci dit, des vrais points d'attention sur la performance quand on a, par exemple, quand on cherche les auteurs d'une liste de tweets.
Si j'ai 10 tweets et que pour chaque tweet, je fais une requête à la base d'auteur, je vais me retrouver avec le fameux problème de 1 plus n requêtes. Il y a des solutions pour faire ça, pour en gros bufferiser les appels à un résolveur et n'exécuter que l'appel groupé. Ça se fait relativement facilement. Il y a des solutions qui ont été proposées par Facebook pour ça. Donc, en termes de performance, l'overhead, comme on dit en français, la surcharge de performance due à un serveur GraphQL, elle ne sera pas significative par rapport, en général, à une persistance qui elle-même va mettre plusieurs dizaines de millisecondes à répondre. Merci François. Il y avait une autre question derrière. Bonjour. Merci pour la conf. Je ne vous vois pas, pardon. Ah. À gauche. À gauche. À gauche. Ah, pardon. Vous disiez que les persisted queries, c'était le mal. Est-ce que vous ne pensez pas réellement qu'il peut y avoir des cas d'utilisation pour lesquels ça peut être bien? Par exemple, si on a plusieurs devices, iOS, Android et une appli desktop qui doivent faire la même requête GraphQL avec potentiellement des libs différentes, parce que Apollo, ce n'est pas forcément idéal sur Android ou sur iOS. Donc, par exemple, stocker la requête et ne donner qu'un ID, ça peut être une solution. Est-ce que vous pensez que dans ce genre de cas, ça peut être utile ou pas? Est-ce que vous voyez d'autres cas d'utilisation qui peuvent parfois être utiles ou pas du tout? Alors oui, il y a beaucoup d'utilité aux persisted queries, effectivement. On parlait de questions de cache, de questions de sécurité. Effectivement, ça apporte un grand bénéfice, mais à un coût qui, à mon sens, dépasse ce bénéfice. Encore une fois, être obligé de synchroniser les releases front et back, on fout en l'air une grosse partie de ce qu'apporte GraphQL, et à mon avis, c'est vraiment, ça va trop loin. Aujourd'hui, la possibilité de dire les équipes front et back travaillent chacune à leur rythme et on ne synchronise pas les releases, si vous avez une équipe avec à la fois des développeurs front, des développeurs back et plusieurs développeurs d'applications natives, vous savez la difficulté que c'est d'avoir des releases synchronisées, notamment avec les processus de validation chez Apple, etc. Si on peut se passer de ça, c'est quand même une énorme épine sous le pied. Et malheureusement, les persisted queries, elles nous obligent à ça. Donc, je suis vraiment pas fan de cette solution. Elle est en plus assez jeune. Elle fait débat dans la communauté. Si pour vous, les bénéfices l'emportent sur les inconvénients, allez-y. De manière générale, il me semble que l'équation n'est pas là, quoi. Merci. On peut prendre une dernière question rapide ici. Ouais, par ici. En face. Ah, il a attrapé le micro avant vous. Ouais. Tu critiquais le versioning d'API sur REST, mais dans les exemples, j'ai vu des petits deprecated passer. Comment tu gères ça avec GraphQL? Alors avec GraphQL, effectivement, comme on n'enlève jamais rien, on ne fait que rajouter des champs. Comment on signale au client qu'il n'est pas sur la bonne version d'API? Je vais essayer de vous retrouver le schéma. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. On a des annotations. Le langage GraphQL permet de rajouter des annotations pour rajouter des métadonnées sur un champ. Et il y a une annotation qui est standardisée, c'est deprecated. Les clients font ce qu'ils veulent avec ça. Mais par exemple, un client JavaScript, quand il va voir une requête qui appelle un champ deprecated, il va mettre une petite alerte dans la console. Et donc, ça permettra au client de savoir que potentiellement, il y a une meilleure solution à utiliser que ce champ-là. Mais ce champ-là, il restera quand même ad vitam aeternam. Et en pratique, Facebook, qui utilise cette solution depuis 4 ans, n'a jamais retiré un seul champ de son API GraphQL. Ils n'ont fait qu'en rajouter. Et donc, il y a des champs qui étaient utiles pour des très très vieux clients, qui sont toujours exposés, parce que ces clients existent déjà, ils ne les ont pas enlevés, mais ça ne pénalise pas les nouveaux clients, puisqu'on peut demander juste les champs qu'on veut. Je fais une toute petite parenthèse. Faut bien préciser que ce n'est pas une fonctionnalité de GraphQL, c'est un choix qui est fait par vous quand vous développez votre API, de ne pas enlever de champ, de juste en rajouter et de mettre éventuellement ces attributs. François et Gildas, vous restez, on peut vous retrouver au forum tout à l'heure pour ceux qui ont encore des questions. Donc n'hésitez pas en fait à rejoindre François et Gildas pour des questions plus techniques. Je sens que la communauté se forme. Merci en tout cas à vous. On peut les applaudir encore à nouveau. Merci.